Alors, on en arrive à cette fameuse table ronde sur les énergies fossiles. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour discuter de ça Thomas Porcher, notamment auteur d'un livre sur les gaz de schiste. Je vais donner. Ensuite, nous avons Frédéric Ancel, essayiste et géopolitologue. Et enfin, Philippe Charlez, expert en ressources non conventionnelles et d'ailleurs aussi auteur d'un livre que je vais citer, Gaz et pétrole de schiste en question. Le livre de Thomas, c'était Le mirage du gaz de schiste. Alors je vous rassure, on ne va pas parler que de gaz de schiste, ceci étant dit. Alors moi, je voudrais ouvrir cette table ronde. Bienvenue. Alors vous avez des micros, j'imagine qu'ils seront actionnés par la SNO, vous pourrez vous passer. J'aimerais commencer sur le thème finalement de l'université de la Fondation E5T. C'est à la veille de Paris 2015 COP21, la France et l'Europe sont-elles exemplaires? Alors c'est une bonne question parce que quand on regarde finalement les émissions territoriales de la France, la production de CO2, elles ont effectivement baissé de 7,5% entre 90 et 2010. Mais par contre, dès qu'on regarde notre consommation de CO2, donc ça veut dire qu'on ajoute nos importations, notamment de Chine, au charbon, et qu'on retranche nos exportations, les consommations ont augmenté de 15%. Plus 15%. Au niveau européen, c'est moins 6% entre 90 et 2010. Mais les consommations en Europe, c'est plus 10% aussi. Et finalement, la première question que je voudrais poser peut-être à Thomas Porcher, c'est que si on est vraiment sérieux sur le sujet du CO2 et de son impact, est-ce que sur COP21, on n'aurait pas plutôt intérêt à avoir des objectifs en termes de consommation territoriale plutôt qu'en termes d'émissions territoriales? Je pense que vous avez tout dit, il faut prendre les deux. On voit bien que depuis 90, vous vous souvenez, au début des années 90, il y a un livre d'Alain Minck qui s'appelait La mondialisation heureuse, où on nous expliquait que c'était très bien que nos entreprises se délocalisent, qu'elles aillent dans les pays émergents, qu'elles nous fabriquent des t-shirts à des prix avec des prix très bas et donc à un coût social et un coût carbone souvent très élevé, que nous, on allait consommer. Et donc on se rend compte au final que, effectivement, nos émissions ont diminué, hein, et qu'elles ont augmenté dans les pays émergents, mais que du même côté, si on prend en compte les émissions consommées, nos émissions consommées ont fortement augmenté. Et si on prend les émissions consommées des pays émergents, elles augmentent, mais elles augmentent beaucoup moins vite que leurs émissions produites. Donc au final, il y a eu quand même un espèce de basculement des moyens de production et des émissions avec vers les pays émergents. Et donc il y a une espèce d'hypocrisie climatique venant des pays riches en disant oui, regardez, nous faisons des efforts, vous ne faites pas des efforts. Alors bon, tous les pays riches n'ont pas fait des efforts, hein. Les États-Unis on l'a dit précédemment, n'ont pas ratifié, enfin ils l'ont ratifié, mais ils ne l'ont pas ensuite validé au Sénat. Le Canada n'est pas un pays extrêmement exemplaire. L'Australie, n'en parlons pas en ce moment. Le Japon également. Donc tous les pays riches n'ont pas fait énormément d'efforts. Et même quand on regarde les augmentations d'énergie polluante consommée, charbon, gaz, pétrole, elles augmentent dans tous les pays, hein. Donc les pays riches n'ont pas été extrêmement exemplaires. Mais quoi qu'on en dise, même si les émissions de CO2 ont baissé, elles sont plus dues à un basculement de la production vers les pays émergents qu'à de réels efforts dans les systèmes énergétiques. Et quand on regarde le bilan énergétique de la France ou même de l'Europe ou des pays riches et même du monde, des pays riches, restons sur les pays riches, depuis une dizaine d'années, il n'a pas changé du tout. Quand on regarde effectivement les courbes de développement des énergies renouvelables, elles augmentent, mais quand on regarde la proportion, la production de pétrole a également augmenté, la production de gaz a augmenté. Finalement, la proportion est la même qu'il y a 10 ans. Donc, vous dites qu'il faudrait mettre en place un tel système, hein, qui va permettre de prendre en compte ces émissions consommées. Mais ceci étant dit, finalement, vous arrivez très très vite sur une taxe carbone qu'on doit compenser aux frontières d'une entité géographique, quelle qu'elle soit, qui violerait tous les traités, OMC, Lisbonne, même si elle donne une chance à nos enfants de s'en sortir dans un monde meilleur. Alors, dans le dernier livre que j'ai sorti le 8 juin, qui est en vente sur la table là, qui s'appelle 20 idées reçues sur l'énergie, il y a une idée reçue qui parle justement des émissions consommées et des émissions produites. Il y a même une ONG aujourd'hui qui fait tourner une pétition qui s'appelle Omission pour prendre en compte les émissions consommées. Donc c'est un débat qui existe depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il faudrait prendre les deux mesures. Il faudrait compléter la première mesure des émissions produites par les émissions consommées. Mais c'est vrai, comme tu le dis, aujourd'hui, il y a encore une fois, on est vraiment dans l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on est en train de signer des traités de libre-échange avec les États-Unis
même dans le monde entier. Hein. L'Europe, par exemple, est dans une stratégie qui s'appelle Global Europe Competing in the World, où elle signe des traités de libre-échange avec tous les pays, la Corée, le Nicaragua, avec les États-Unis, enfin, dans tous les sens. Et dans ces traités, il n'y a aucune clause sur le climat. Alors on nous dit par des calculs un petit peu savants, mais bon, tous les économistes savent que les calculs ont des limites. Hein, enfin, par des calculs savants, on nous dit que oui, certes, on va faire des échanges de biens qui contribuent à augmenter les émissions de CO2, mais en même temps, ça permet aussi d'échanger les technologies vertes. Et donc, à la fin, peut-être, il y aurait une compensation. C'est ce que nous dit l'OMC dans les modèles. Bon, oui, on est toujours dans la grande discussion. Mais quoi qu'il en soit, ces traités aujourd'hui que l'on signe, ces traités de libre-échange, n'ont pas de clause sur le climat. Et je pense que le minimum, ce serait qu'on prenne en compte au moins l'objectif de 2 degrés du GIEC et qu'on mette des clauses, des contraintes climatiques pour faire en sorte justement que ces émissions ne dépassent pas les objectifs du GIEC. Sauf que là, il y a un déni complet puisqu'il n'y a même pas de clause sur le climat. Donc d'un côté, on va dire, et là, ça va être le cas, là, ça va être la grande messe pendant à peu près 3 mois, on va dire, oui, le climat, c'est génial, c'est super. Et puis de l'autre côté, on va signer des contrats de libre-échange, on subventionne encore les énergies fossiles. On a une politique, on a un État stratège finalement qui n'est pas pro-renouvelable, enfin il a été plus pro-nucléaire dans les années 60-70 qu'il est aujourd'hui pro-renouvelable. Aujourd'hui il a des mécanismes de soutien, mais il laisse faire le marché. À l'époque du général de Gaulle, la stratégie nucléaire, c'est une stratégie vraiment, un État stratège très fort qui poussait toutes les compagnies, une grosse partie des compagnies dans le nucléaire, dans le gaz, dans le pétrole, qui les a mis en monopole, qui étaient des compagnies publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Les renouvelables, on leur donne des mécanismes de soutien, c'est des PME, et elles sont face à des grosses entreprises, et c'est un peu David contre Goliath. Donc, on se rend bien compte qu'on ne met pas... On pourrait aussi citer des indicateurs de mesure. Aujourd'hui, les indicateurs de mesure ne sont plus du tout adaptés. Je veux dire, il y a eu une commission qui avait été commandée par Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République en France, qui avait commandé à Stiglitz et M. Fitoussi et Amartya Sen sur les limites du PIB. Or, aujourd'hui, c'est la mesure qui guide notre économie, c'est le taux de croissance et le PIB. On le voit bien à chaque chiffre du taux de croissance tous les trimestres. Or, dans le taux de croissance, on ne prend pas en compte l'impact climatique. Le coût carbone n'est pas pris en compte. Donc on voit bien qu'on a un système en fait entier qui est finalement qui n'est pas mis en place pour relever le défi climatique. Et là, je vais reprendre un peu ce qu'a dit M. Derdevet. Il faut une véritable rupture là-dedans. Il faut une rupture dans les mentalités, il faut une rupture dans les indicateurs de mesure, il faut une rupture dans la vision que l'on a de l'État, il faut une rupture vraiment dans tous les échelons de la société, du citoyen dans l'éducation. Je crois que c'est Myriam Maestroni qui a dit ça tout à l'heure. L'éducation, éduquer le citoyen, c'est important, mais même du citoyen jusqu'à finalement la fonction de l'État et des indicateurs de mesure pour pouvoir relever et avoir une chance de relever ce défi climatique, parce que rien n'est sûr qu'on arrivera à le relever. Ouais, vous avez raison, je vais peut-être rappeler que les énergies fossiles, c'est quand même 80% des émissions de CO2, avec le charbon qui représente 50% des émissions de CO2 au niveau mondial. Hein. Le charbon, 40% de la production d'électricité. Alors justement, moi, une question que j'ai aussi sur cette transition, c'est comment sortir du charbon? On n'en parle pas souvent. C'est vrai que nous, en France, on n'est pas sur une économie à base de charbon, mais le charbon, 50% de l'électricité en Allemagne. On parle beaucoup de l'Allemagne, des énergies renouvelables qu'ils ont fortement développées. On ne parle pas beaucoup du charbon. Comment est-ce qu'on pourrait faire réduire, par exemple, la proportion de charbon que consomme l'Allemagne? Oui, ou moi, je l'interdirais simplement. Philippe Charlez. Alors, moi, je l'interdirais, enfin, je vais le dire juste une fois. Moi, je l'interdirais simplement. Voilà, je l'interdirais simplement. Je pense que l'Allemagne, l'erreur qu'elle a fait, sa transition est presque parfaite, parce il y a un consensus politique fort pour le renouvelable qu'il n'y a pas en France. C'est ça qui leur a permis d'y aller plein pot. Il y a un consensus politique très fort sur le renouvelable. Sauf qu'en backup, ils ont pris du charbon qui est moins cher. C'est-à-dire qu'ils ont fait un espèce de modèle hybride entre État fort et mécanisme de marché. Comme le charbon était moins cher, ils se sont dit, bon voilà, en backup de l'intermittence des renouvelables, on va prendre du charbon. Ils auraient dû prendre du gaz, c'est clair et net, dans un premier temps, pour le backup, dans un premier temps. Parce que je ne veux pas faire la promotion des pétrogaziers qui disent, oui, le gaz, c'est bien pour la transition. Oui, c'est bien, à partir du moment où derrière, vous avez une politique pro-renouvelable de l'État, et que dans un premier temps, effectivement, il faudra du gaz en backup. Dans un premier temps, dans une politique pro-renouvelable de l'État. Pas comme ça, oui, je veux du gaz, c'est super pour la transition, puis après, je fais du gaz pour moi et pas pour la transition. Voilà. Mais
dans une politique pro-renouvelable, effectivement, dans un premier temps, on a besoin du gaz en backup. C'est ce que fait d'ailleurs les États-Unis, qui vous diront, et d'ailleurs c'est vrai, ils ont baissé leurs émissions de CO2 mesurées par le développement des gaz de schiste aux États-Unis. C'est ce que fait la Chine, puisqu'elle remplace des grandes capacités de charbon avec du gaz. Alors je voulais justement parler et prendre cet exemple pour parler peut-être avec M. Charlet, qui est expert sur les ressources non conventionnelles, du rôle un peu que peut avoir le gaz non conventionnel dans les transitions énergétiques en Europe. Si on ne regarde pas très loin de nous, si on regarde l'Angleterre a une transition entre guillemets assez originale comparée à la nôtre, puisqu'elle s'appuie sur 3 piliers: le nucléaire, le gaz de schiste et les renouvelables, et notamment l'éolien offshore. Donc ça, on comprend que c'est quelque chose qui serait pas possible chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Charlet, de cette approche plutôt pragmatique? Et dans un second temps, on a vécu, il y a une vraie révolution aux États-Unis de gaz de schiste. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en Europe, dans nos pays européens, de cette énergie gaz de schiste? Est-ce qu'elle peut aider à la transition? Est-ce qu'elle peut remplacer des importations de Vladimir Poutine? Alors, je pense d'abord que quand on parle de fossiles, il faut bien préciser et mettre le pétrole à part. Le pétrole est une énergie qui est essentiellement utilisée dans les transports, qui est aujourd'hui très peu utilisée pour fabriquer de l'électricité. Le pétrole ne représente plus que 6% du mix primaire, donc pour fabriquer l'électricité mondiale. Donc ce qui signifie que, comme la transition se fait essentiellement à l'intérieur du mix électrique, et d'ailleurs on devrait plus parler d'une transition électrique que d'une transition énergétique. Vous avez raison, il a bien été mis à part dans la transition énergétique puisqu'on n'en parle pas. Voilà. Je laisse continuer. Ce qui veut d'ailleurs dire que la baisse du prix du pétrole ne devrait pas beaucoup avoir d'impact. On en a parlé tout à l'heure en disant que finalement les investissements pétroliers devraient avoir des gros impacts sur les renouvelables. En fait, je n'y crois pas, puisque ce sont deux usages qui sont complètement différents et le pétrole n'est pas un compétiteur des renouvelables. Contrairement effectivement à l'intérieur du mix électrique, le charbon, le gaz et les renouvelables sont bien 3 sources d'énergie qui sont en compétition. Alors, la première question, c'est donc le gaz. Donc le gaz est effectivement aujourd'hui utilisé à peu près à 25% dans le mix électrique et le charbon à environ 40% dans le mix électrique. Et donc, première transition fondamentale, c'est vraiment d'essayer de passer du charbon vers les renouvelables, mais en s'appuyant sur le gaz. Je crois très personnellement que le gaz est de ce côté-là le meilleur ami des renouvelables. Alors maintenant, le gaz, il y a divers types de gaz. Il y a du gaz conventionnel, il y a du gaz de schiste. Alors du point de vue composition chimique, c'est exactement pareil. Ça n'est que la roche qui diffère. Le gaz de schiste ou bien le gaz conventionnel, c'est toujours du méthane, ça ne change rien. Les États-Unis ont produit leur gaz de schiste dans des conditions extrêmement favorables. Il y a un certain nombre de piliers qui n'existent pas ailleurs, dont le droit du sol notamment, qui fait que la révolution des gaz de schiste américains s'est faite très rapidement. Et son exportation est extrêmement complexe, même dans des pays assez favorables comme la Chine ou l'Argentine. Et par contre, je vous avoue qu'en Europe, et même en Grande-Bretagne, je ne crois pas beaucoup à l'émergence des gaz de schiste, pour des raisons à la fois sociales, mais aussi pour des raisons géologiques et économiques. Je situerai simplement qu'aux États-Unis, on a foré depuis le début du XXe siècle environ 4 millions de puits. Donc ils avaient, en commençant leur exploitation des gaz de schiste, une excellente connaissance de leur sous-sol. Et on doit comparer ça avec environ 30 000 puits en Europe, dont 6 000 en France. Et donc ça veut dire que les États-Unis forent à peu près en non conventionnel 15 000 puits par an. Et on en fort, nous, de notre côté, une vingtaine en Europe. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Bien et aidé, donc, je ne d'ailleurs, pense pas du tout que dans les 10 ou 15 ans à venir, les gaz de schiste, et les pétroles de schiste d'ailleurs, puissent émerger dans l'Union européenne parce que les conditions sont extrêmement différentes, pour des raisons de surface au sol, pour des raisons de culture, pour des raisons économiques aussi. Tous les moyens sont aux États-Unis. Sur les 2400 appareils de forage dans le monde, il y en a 2000 qui forent aux États-Unis. Il doit y en avoir 60 en Europe. Donc, vous voyez, on ne parle pas du tout des mêmes dimensions. Alors, ceci étant dit, dès 2017, on pourra tous se chauffer au gaz de schiste. Mais par contre, effectivement, par rapport à ce que disait tout à l'heure l'intervenant sur le gaz russe qui envahirait
l'Europe jusqu'à 70%, 70%, de dépendance. Je pense que le futur compétiteur des gaz russes, ça va être le LNG américain, qui devrait être exporté à partir de 2017 avec la mise en place du Sabine Pass en Louisiane, et devrait donc être exporté à la fois vers l'Extrême-Orient, puisque le canal de Panama, les travaux sont presque finis et devraient laisser passer les méthaniers, mais également en Europe. Donc effectivement, je ne pense pas, ou du moins excepté très localement et très marginalement, que nous développerons dans un moyen terme les gaz de schiste en Europe, mais par contre, nous devrions massivement consommer du gaz de schiste américain sous forme de LNG. Oui, Thomas, tu voulais ajouter un truc sur le pétrole, sur le prix du pétrole. Effectivement, tu l'as très bien dit, il n'y a pas de concurrence entre le pétrole et les autres énergies, puisque le pétrole ne produit pas d'électricité. Mais la voiture, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si quelqu'un l'a essayé ce midi, mais la voiture, là, est-ce qu'elle a été créée, cette voiture électrique, parce que le prix du pétrole a été très élevé entre 2004 et 2014, ou est-ce qu'elle a été créée pour des raisons climatiques? Je pense plutôt que la baisse de consommation de carburant qu'on a eu en Europe ces dernières années, le fait qu'aujourd'hui les voitures américaines consomment un peu moins qu'il y a une dizaine d'années, c'est dû au fait que le prix a été multiplié par 5. Donc il y a quand même un impact du prix du pétrole sur la transition énergétique de manière globale, sur l'efficacité énergétique en tous les cas des moyens de transport. Oui, c'est vrai, mais c'est assez marginal, hein, parce que si on prend tous les grands moyens de transport, c'est-à-dire camions, bateaux et avions, on n'est pas techniquement aujourd'hui capable de les faire se déplacer autrement qu'avec du pétrole. Donc je pense que la transition pétrolière, c'est-à-dire la réduction de la consommation pétrolière, elle se fera essentiellement via un levier d'économie d'énergie et non pas vers un levier de déplacement du type d'énergie. Quel levier, par exemple, d'économie d'énergie? Pardon? Quel levier? On l'a vu, la voiture électrique, le train à l'électricité nucléaire. Bon, l'avion solaire, il faudra encore un petit peu de temps. Pourquoi pas un petit peu de nucléaire pour les bateaux, hein. Les bateaux, ça consomme énormément, hein. C'est 30% de la consommation pétrolière mondiale. Oui, j'ai vu un des principaux contributeurs d'ailleurs à la pollution atmosphérique. Alors, juste une dernière question sur le gaz. Vous avez parlé du LNG, le gaz liquide américain, qui était destiné au départ aussi pour l'Asie, hein, qui avait vu son prix du gaz exploser suite à Fukushima, au développement de la Chine. Là, on voit que la Chine ralentit fortement. On voit aussi que les Japonais sont décidés à relancer l'industrie nucléaire. Et donc, les prix du gaz ont chuté. Oui. Alors, effectivement, les Américains qui devaient théoriquement être importateurs majeurs de LNG aujourd'hui, ils avaient construit des terminaux de déliquéfaction qui sont en train de transformer en terminaux de liquéfaction. Tout ça avait été prévu sur la côte atlantique, c'est pour ça qu'il n'y en a pas sur la côte pacifique et qu'on avait besoin du canal de Panama pour exporter le LNG vers les marchés sud-est asiatiques. Font que les Américains, d'ici 10 ans, vont mettre 100 millions de tonnes supplémentaires de LNG inattendues sur le marché. Et donc le prix du LNG, très compétitif d'ailleurs aux États-Unis, devrait faire baisser ou au moins maintenir le prix du gaz et donc rendre le gaz relativement compétitif pour appuyer la transition des renouvelables. Donc je maintiens que le gaz, prenez-le comme le meilleur ami des renouvelables pour vous appuyer dessus et donc transférer dans le mix électrique le maximum de renouvelables et faire face notamment Sachez que si on arrêtait aujourd'hui dans le monde la consommation de charbon et qu'on la remplaçait par du gaz, on ferait nettement mieux que les objectifs de Kyoto. Ah, ça c'est sûr. Alors justement, maintenant on va pouvoir parler de cette énergie reine, hein, le pétrole, donc le pétrole qui fait l'actualité, hein, puisqu'on a des prix à 40 $. Alors 40 $, pour vous donner un ordre de grandeur en prix constant, la dernière fois qu'on était à 40 $, c'était en 1999. Prix courant, c'est 2004, mais avant c'était 1999. Alors vous, Monsieur Ancel, Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. On a entendu toutes les théories sur le pétrole. C'est l'Arabie Saoudite qui s'allie avec les États-Unis pour faire tomber la Russie. Puis c'est l'Arabie Saoudite qui veut faire tomber l'Iran ou qui s'allie avec la Russie pour faire tomber les États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Quelle est votre vision des choses?
Merci. Deux petits points introductifs. Si je suis en retard, c'est parce que la locomotive a une panne d'électricité. Bon, alors j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, parce que je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'aimerais bien qu'elle fonctionne à quelque chose qui me permet d'arriver à l'heure la prochaine fois, si vous pouvez vous en parler à la SNCF. Le deuxième point, c'est que de façon beaucoup moins intéressante, je publie cette semaine, juste à côté de l'excellent livre de mon ami et confrère Thomas Porcher, qui s'intitule « Petite leçon de diplomatie chez Autrement ». Je vous remercie. Et là-dedans, on y parle notamment de pétrole et de cette espèce de fantasme. Alors, le pétrole, ça existe, hein, c'est pas qu'un fantasme, c'est aussi un fantasme. Je veux dire par là que on ne fait pas la paix ou la guerre pour le pétrole. C'est une tactique, c'est un élément stratégique parfois, ce n'est pas une fin en soi. Vous me direz, c'est vrai pour les autres éléments de type énergétique. Le pétrole, on le surévalue et on le surestime de façon systématique à chaque fois qu'il y a une crise quelque part. Et j'ai décidé d'en parler davantage, d'écrire un peu plus dessus que ce que je faisais jusqu'à présent. J'étais sur de la géopolitique beaucoup plus pure, entre guillemets, ou plus militaire. C'est la guerre, enfin c'est la chute de Kadhafi, quoi. On m'a dit à l'époque, c'est une guerre pour le pétrole. Alors, pour la énième fois, on me disait, c'est une guerre pour le pétrole. Et les gens de bonne foi, de bonne volonté, souvent très, très cultivés, de bons observateurs de la vie politique internationale et de la vie énergétique internationale, me disaient, c'est une guerre pour le pétrole. Et à la question de votre humblissime serviteur consistant à dire, mais en quoi, enfin pourquoi, oh bah, parce que la Libye exporte du pétrole. Si vous voulez, au bout d'un moment, c'est extrêmement irritant. La Libye, c'était 1,9, 2% des exportations de brut mondiales. La Libye chute, enfin Kadhafi chute, les puits se trouvent dans une zone de guerre, en plein marasme, la production chute des 3 quarts, un peu plus des 3 quarts d'ailleurs, de 80-85%, et nous n'assistons pas à la moindre fluctuation des prix sur le marché mondial, d'une part. D'autre part, les mêmes personnes me disaient « Ah mais c'est Total ». Parce que feu M. de Margerie semblait s'intéresser à ce qui pouvait se passer dans l'après-Kadhafi. Mais enfin, le pétrole est un marché, et je parle sous contrôle, est un marché libre et concurrentiel, d'une part, et d'autre part. Ce n'est pas parce que Total ou d'autres grandes entreprises, des majors notamment, sont sur le chantier de la reconstruction d'un certain nombre de tuyaux ou d'infrastructures, pour faire court, que ça va nous en tant que Français, parce que Total est une boîte française et parce que son directeur est français, nous apporter, j'allais dire quoi que ce soit, j'exagère à peine, hein, parce que en matière fiscale, on sait très bien que les majors s'arrangent pour pas trop payer leurs impôts, et en tout cas, en l'occurrence, Total pas en France. Bon, donc, c'est un vrai problème. Bah, alors, elle le paye là où elle produit le pétrole, je crois. Plaît-il ? Elle le paye là où elle produit le pétrole. Oui, mais c'est ça. Non, mais bien, et en France, on n'en produit pas beaucoup. Ouais, si tant est que oui. Enfin, en tout cas, le fait est que Total est une boîte française. Qu'est-ce que ça pouvait apporter à la France d'aller envoyer M. Kadhafi dans un monde meilleur sous prétexte que la Libye avait? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je constate même qu'en temps de crise dure, parfois, et qui touche les supertankers, et qui les touche physiquement, les supertankers, eh bien, les prix baissent. Les prix, parfois, s'effondrent. Je pense à ce que les vétérans ici, bon bref, moi quoi, enfin bon, on n'est pas très nombreux, ont vécu ou se souviennent en tout cas des années 80, de la terrible guerre Iran-Irak. En 84-85, c'est la guerre des villes, mais pas seulement la guerre des villes, c'est la guerre des pétroliers. Les uns de frapper les supertankers qui exportent le pétrole de l'autre. Jamais en 84, 85, 86, je crois, les prix du brut n'ont été aussi bas. On a frôlé, je crois, les 10 ou 12 dollars. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire que ce n'est pas fondamental, ou plus exactement d'un point de vue géopolitique, pas aussi fondamental qu'on le dit souvent. Je crois un dernier exemple, c'est les routes, les fameuses routes du pétrole. Alors, route du pétrole, dans les routes du pétrole, il y a notamment, alors il y a le canal de Panama, mais il y a aussi, il y a Macao, mais il y a, en l'occurrence, au Proche-Orient, le canal de Suez. Bon, et le détroit de Bab-el-Mandeb. Alors, la guerre civile qui sévit aujourd'hui, très meurtrière d'ailleurs, qui sévit aujourd'hui au Yémen, le Yémen, pays géographiquement frontalier de Bab-el-Mandeb, donc le goulet d'étranglement méridional de la mer Rouge, parce que sans celui-là, franchement, le canal, il ne sert pas à grand-chose, hein, donc il faut pouvoir passer des deux côtés. Hein. Ça va être cata, parce que des tankers vont être touchés. Vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, à la portugaise, façon 15e, on va faire le tour de l'Afrique. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, hein, ça va prendre quoi, 2-3 semaines supplémentaires, 4 semaines supplémentaires? Ça va coûter 1 ou 2% de plus en matière de transport du brut, et point barre. Et en revanche, la catastrophe, ça va être pour l'Égypte, si
des supertankers sont touchés, alors pour le coup pas à Bab el-Mandeb, mais dans le canal de Suez, dont vous savez qu'il vient de bénéficier de dépenses absolument somptuaires pour son élargissement. Là, c'est d'ailleurs ce que les terroristes islamistes essaient de faire dans le Sinaï, à partir de la péninsule du Sinaï, c'est de gêner considérablement l'économie égyptienne, qui elle est rentière, entre autres, du fait du passage des supertankers sur chaque bateau. L'Égypte touche c'est plusieurs dizaines de millions lourds, c'est extrêmement important pour l'Égypte. Mais du point de vue du marché global, du marché mondial, du point de vue des équilibres géopolitiques, pardon, mais ce n'est pas marginal, mais ce n'est pas fondamental non plus. Il y a quand même des pays qui souffrent un peu. On parle de Venezuela, qui a une économie qui n'est pas très loin de la banqueroute. On parle de l'Algérie aussi, qui dépend beaucoup du pétrole. Un peu moins de la Russie, parce qu'ils sont très peu endettés. Moi, il y a une question et je pense que c'est la question que beaucoup de gens ont dans cette salle. C'est aujourd'hui le prix du pétrole. On est passé sous les $40. Est-ce que le pétrole à $100, est-ce que c'est une époque révolue? Reverra-t-on un jour des pétroles plus élevés? Alors, c'est un peu la question boule de cristal, hein, mais je vais vous laisser chacun intervenir là-dessus. Oui, c'est un peu la question bouteille à l'encre, mais cela étant, elle est quand même importante. Alors d'abord, par rapport à ce que vient de dire là, mon collègue, c'est vrai que le pétrole est devenu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, une vraie matière première qui dépend de la loi de l'offre et de la demande. Pendant très longtemps, donc jusqu'au premier choc pétrolier, le prix du pétrole a été un prix rigoureusement imposé par les consommateurs. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le prix du pétrole pendant les Golden 60s, où on a 6% de croissance de la consommation pétrolière et un prix qui reste mais absolument constant à $2 le baril. Et puis après, on entre dans une période où ce sont plus les producteurs, via l'OPEP notamment, qui vont imposer des prix ou du moins des quotas qui vont réguler les prix. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour deux raisons, hein, c'est d'abord la consommation en forte augmentation des pays émergents et puis surtout les pétroles de schiste ont été contributeurs à en fait faire un peu du pétrole une matière première comme les autres qui allait dépendre du marché, de l'offre et de la demande. Et donc l'effondrement qui a eu lieu l'an dernier n'a absolument aucune raison géopolitique. C'est simplement une abondance d'offres parce que les 6 millions de barils américains n'étaient pas prévus et une diminution de la demande puisque les émergents ont diminué en croissance. Alors maintenant, les prix sont effectivement fortement bas aujourd'hui. Alors, ils ont fortement baissé au cours des 2 dernières semaines, notamment puisqu'on met en évidence une croissance chinoise qui passerait sous les 4%. Ça a eu un gros effet aussi sur les marchés financiers. Disons que le pétrole de schiste a 2 caractéristiques. C'est que d'abord, il est très résilient, donc il est très résistant, en ce sens que les 120 000 puits continuent à produire et la baisse de production, même quand on diminue l'activité, reste relativement faible. Et la deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement adaptatif puisque ce sont des moyens relativement légers qui sont utilisés. Les rigs de forage, le prix baisse, on les met dans un garage, le prix remonte, on se remet à forer pour reproduire. Et donc en fait, ce qu'on dit, c'est que les pétroles de schiste deviennent un peu le nouveau swing pétrolier et que finalement, l'OPEP aujourd'hui n'a pratiquement plus de bras de levier pour réguler les prix. Et donc on serait face effectivement à une situation où moi, je vois le pétrole osciller entre, disons, 50 et $80 dans les 10 prochaines années. Dès qu'on tombe sous les 50, les pétroles de schiste s'arrêtent et donc la production diminue, et avec un certain délai. Et puis, dès que les prix remontent parce que la production devient inférieure à la demande, les prix remontent et donc l'activité reprend et ainsi de suite, avec donc une oscillation que je vois entre 40, 50 et 70, $80. Mais je ne vois pas un baril remonter au-delà des $100. Donc on pourrait presque dire finalement que le pétrole de schiste a eu la peau de l'OPEP, du cartel de l'OPEP. A eu la peau de l'OPEP, clairement. Thomas, tu veux? Et donc, à certains qui se posent la question, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas répondu pour faire remonter les prix? Pour une raison simple, c'est que si l'Arabie Saoudite fait remonter les prix, c'est d'autant de pétrole de schiste qui sera produit aux États-Unis et autant de parts de marché qu'elle perdra. Donc, elle n'a aucun intérêt à diminuer les quotas pour faire remonter les prix. Enfin, du moins, c'est mon interprétation. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, avec une incise, là encore, géopolitique, pétrole n'est pas égal pétrole. L'Arabian Light, il est très très peu cher
à forer, à exploiter, voilà, à produire, à exporter, à raffiner. Je crois, mais je parle sous le contrôle de mes camarades, il vous faut 1 ou 2 mesures d'énergie pour obtenir 10 mesures d'énergie en produisant de l'Arabian Light. Avec les huiles lourdes du Venezuela, c'est 8 à 9 mesures d'énergie pour en obtenir 10. J'ajoute qu'aujourd'hui, la grande majorité des producteurs de pétrole avec un baril à $40 se trouvent sous le seuil géopolitique de flottaison. C'était ce que j'appelle le seuil géopolitique de flottaison, c'est-à-dire que l'équilibre budgétaire n'est absolument pas assuré. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas 40, 50, 60, 70, $80 qu'il faudrait, mais pour la plupart, on est sur du 120, 130, 140, $150 le baril pour seulement atteindre l'équilibre budgétaire. Je parle évidemment des économies mono-exportatrices. Et pour conclure, je vous dirais que lorsque les prix du brut ont augmenté, ont été multipliés par 4 puis par 2 en 73 et en 79, on n'est pas mort. Hein. Les Européens, les Occidentaux, non seulement on n'est pas mort, mais ce qui est très intéressant, et c'est promis, j'en finis, quelque part, je dirais que les goûts de luxe des Bédouins nouvellement producteurs de pétrole, c'est ce que c'est que les nouveaux riches, hein, nous ont permis, notamment à nos industries du luxe, de faire beaucoup d'argent. Et donc une grande partie de l'argent que nous avons dépensé à l'époque, un petit peu encore aujourd'hui avec un certain nombre de ces gens-là, nous est revenu finalement en dépenses somptuaires, dépenses qui ont été faites évidemment chez nous. Thomas ? Alors bon, moi en prévision, j'ai pas été très bon ces 2 dernières années. Et sur l'OPEP, non, mais c'est vrai que je m'étais, enfin dans mes livres, je me moquais beaucoup des prévisions de l'AIE, notamment d'une prévision, et puis maintenant je peux plus me moquer puisque moi-même je me suis trompé très fortement dans mes prévisions. Donc bon voilà. Mais c'est vrai que l'AIE, par exemple, le marché pétrolier a eu plusieurs étapes. Parfois, il a été tiré par la demande. C'est ce que Jacques Percebois explique très bien dans son livre, en faisant une chronologie même période après période. La période 2004-2014 est une période tirée par la demande. La période 2014, et on ne sait pas quand elle s'arrêtera, est une période où il y a une suroffre. Il y a eu plusieurs périodes. Et là, on voit bien que l'OPEP se retrouve un petit peu dans la période du contre-choc pétrolier en 86, où il a 30% de part de marché et il ne sait plus quoi faire, donc il essaye de noyer le marché et on ne sait pas finalement quelle va être la suite. Donc sur les prévisions, bon, le marché n'étant, les rapports de force et le marché pétrolier n'étant pas stable dans le temps, voilà, je resterai prudent et je dirais un petit peu comme tous mes confrères que voilà, il va osciller entre 50 et 80 dans les 5 prochaines années à venir. À 80, le pétrole de schiste étant rentable, et qu'à un moment, comme les investissements là sont coupés dans toutes les compagnies pétrolières, là on coupe les investissements. Enfin, la Guyane n'est plus rentable aujourd'hui. Vous savez, la Guyane, vous en souvenez, la Guyane, où il fallait forer rapidement, aller voir, et que sur les 5 forages, il y en a eu un où il y a eu un peu de choses. L'Arctique n'est plus rentable au prix actuel du pétrole. Enfin, tous les offshore très profonds n'est plus rentable. Donc, à un moment, toutes choses étant égales par ailleurs, dans un monde où on ne tiendrait pas compte du climat, où on s'en foutrait, on continuerait comme on le fait maintenant, effectivement, il y aurait une perte d'investissement et donc une compression de l'offre et un prix qui remonterait. Toutes choses étant égales par ailleurs. J'espère qu'on ne vivra pas ce moment et que, malgré le fait que le prix du pétrole soit moins cher aujourd'hui, que les investisseurs et les politiques ne se comporteront pas comme des traders en se disant « Ouh là là, c'est moins cher, donc il n'y a rien à faire, c'est encore rentable ». Enfin, les compagnies, elles coupent directement leur investissement, donc il y a un ajustement. Et qu'on se dira que même avec un prix faible du pétrole ou même avec des prix plus faibles du charbon, de je ne sais quoi, on entamera la transition énergétique pour une raison climatique cette fois-ci, et pas une raison qui avait été évoquée dans les années 2000, et on n'aura plus de pétrole, c'est le pic pétrolier, c'est apocalypse pétrole, je ne sais pas quoi, donc il faut changer, on ne pourra plus prendre l'avion en 2009 ou je ne sais quoi. Non, qu'il nous restera aujourd'hui, on le sait, du pétrole et du gaz et du charbon, et probablement du gaz surtout, parce qu'avec le gaz de schiste et non conventionnel, pendant 200, 300 ans, mais que même s'il nous reste ces réserves pendant 200 ou 300 ans, on ne les utilisera pas pour des raisons climatiques. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas combien de temps il nous reste, quel prix ce sera, est-ce que c'est rentable. C'est la contrainte du climatique qui doit vraiment dominer nos choix et nos incitations, et pas l'inverse. Mais pour que les incitations soient prises, pour qu'on envoie les bons signaux aux gens, il faut que la contrainte climatique soit prise en compte dans les indicateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais c'est bien pour ça qu'on revient à la taxe carbone. Hein. Il ne faut quand même pas se leurrer. Il y a quand même un raisonnement économique, derrière. Et donc, effectivement... certes, la contrainte climatique est quelque chose de moral pour les générations futures. Cela étant, il faut aussi un mécanisme, si j'ose dire, qui permette d'aller vers les renouvelables, quitte à s'appuyer sur le gaz,
et définitivement éliminer le charbon et diminuer la consommation pétrolière. Et donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup, malgré que je sois oil and gas, à la taxe carbone pour réguler les marchés. Ouais, et donc je ne suis pas du tout d'accord avec le raisonnement que j'ai entendu tout à l'heure en disant que le pétrole est à $40, on y rajoute 32 dollars comment dirais-je, de taxe carbone, ça fait 72 et finalement ça ne changera rien sur le raisonnement d'un développement pétrolier. C'est pas vrai. Un développement pétrolier à 40 ou à 72 dollars, je veux dire, il y a un raisonnement économique derrière, on ne raisonne pas du tout de la même façon. Bon, le mot de la fin, très vite. Ouais, une taxe carbone, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pas. Là, les économistes, on l'a vu dans Le Monde, et d'ailleurs, j'y participe puisque j'ai un article qui sera publié la semaine prochaine dans Le Monde sur la taxe carbone. Et on voit que là, il y a eu un débat tout le mois de juillet des économistes sur la taxe carbone. Il y avait que ça, la taxe carbone. Alors, un qui dit non, tu as faux. On a l'impression que c'est ça, c'est la solution à tout. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Ça ne réglera pas tous les problèmes. On peut avoir une très bonne taxe carbone s'il n'y a pas une volonté politique derrière. Le signal prix, parfois, n'agit pas tout le temps. Il ne faut pas oublier que l'économie, malgré tout, hein, c'est une science, elle est très belle, mais il y a des rapports politiques qui sont très très forts. Donc il faut une taxe carbone, certes, mais derrière, il faut un engagement pro-renouvelable de la part de l'État. Merci messieurs. Alors moi je finirai juste pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, monsieur Ancel. Effectivement, il faudrait essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé. On a déjà vécu un choc pétrolier, on a déjà vécu un pétrole cher. De 75 à 80, on a mis en place beaucoup de choses pour l'économie d'énergie. À partir de 80, le prix du pétrole baisse de 60%. Tout a été mis au placard. Espérons que les faibles prix du pétrole et du gaz en ce moment n'aboutissent pas aux mêmes effets. Merci beaucoup.